J'étais debout dans le salon de mes parents, lors du dîner de Thanksgiving, regardant mon frère aîné Derek et sa femme Chloé se moquer ouvertement de ma femme Emma, la traitant de simple campagnarde qui cultive des légumes et élève des poules. Derek se vantait de la carrière de Chloé dans la mode, et de leurs pantouses de luxe au centre-ville, tout en rejetant mon entreprise d'ébénisterie sur mesure comme un simple passe-temps. Emma resta assise tranquillement, absorbant les insultes avec grâce. Mes parents ne dirent rien, acquiesçant subtilement à la supériorité de Derek. La caméra du téléphone de Chloé filmait la tarte faite maison d'Emma, comparée défavorablement à un cheesecake acheté en magasin. Je sentais mon sang bouillir, mais je me retins. Dès que ce dîner de Thanksgiving se termina, j'aidai Emma à rassembler ses affaires, en silence. Elle me sourit avec cette expression patiente que j'avais appris à si bien connaître au cours de nos 3 années de mariage, celle qui disait qu'elle comprenait tout, sans avoir besoin de mots. Alors que nous rentrions chez nous dans l'obscurité de novembre, je repensais à notre jour de mariage, et à quel point les choses auraient pu être différentes si ma famille avait montré ne serait-ce qu'une fraction de la chaleur qu'Emma m'avait donnée. Notre mariage avait eu lieu dans la petite ville natale d'Emma, une communauté rurale située à environ 2 heures de la ville où j'avais grandi. La cérémonie s'était déroulée dans une église centenaire, avec des bancs en bois lissés par des générations de familles. Les parents d'Emma avaient transformé leur grange en salle de réception, accrochant des guirlandes lumineuses aux chevrons, et remplissant de longues tables avec de la nourriture qu'ils avaient eux-mêmes cultivée et préparée. C'était magnifique, d'une manière qui n'avait rien à voir avec l'argent, et tout à voir avec l'amour et l'effort. Mais ma famille s'était plainte dès l'instant où elle avait reçu l'invitation. Ma mère m'avait pressé à plusieurs reprises d'avoir ce qu'elle appelait un « vrai mariage en ville », suggérant des lieux du centre-ville qui coûtaient plus que ce que la plupart des gens gagnaient en un an. Lorsque j'expliquais qu'Emma et moi voulions quelque chose de significatif plutôt que de coûteux, le visage de ma mère s'était crispé, révélant un embarras à peine dissimulé. Elle s'inquiétait à voix haute de ce que ses amis penseraient, et de la façon dont elle expliquerait un mariage à la ferme à son cercle social. Le toast de Derek à la réception avait été le premier véritable signal d'alarme, bien que j'aie essayé de l'ignorer à l'époque. Il s'était levé, un verre de champagne à la main, son sourire un peu trop large, et avait prononcé ce qui ressemblait à des compliments, mais atterrissait comme des insultes. Il plaisanta sur le fait qu'Emma m'apprenait à traire les vaches, et suggéra que j'échangerais bientôt mes outils contre une fourche. Les gens riaient, mais c'était le genre de rire inconfortable, suivi de silence gêné. Le père d'Emma, un homme silencieux nommé Tom, aux mains calleuses et aux yeux bienveillants, s'était simplement penché sur son assiette. Les parents d'Emma étaient tout ce que ma famille n'était pas. Tom et sa femme Patricia géraient une modeste ferme maraîchère, transmise dans leur famille depuis des générations. Ils vendaient leurs produits sur un stand en bord de route pendant la saison de croissance, et passaient leurs hivers à planifier et à se préparer pour l'année suivante. Ils vivaient dans une ferme simple, avec une véranda où Patricia cultivait des fleurs en été, et où Tom construisait des nichoirs dans son atelier pendant les mois d'hiver. C'étaient des gens chaleureux, authentiques, qui mesuraient le succès à la santé de leur sol, et à la force de leurs relations communautaires. J'étais tombé amoureux d'Emma précisément parce qu'elle incarnait ces mêmes valeurs. Nous nous étions rencontrés à un marché de producteurs, où elle vendait des légumes et des conserves faites maison. J'étais là pour chercher du bois de récupération pour mes projets de meubles, et nous avions entamé une conversation qui dura 3 heures. Elle connaissait les noms latins des plantes, pouvait identifier les oiseaux à leur chant, et parlait de durabilité et de gestion des terres avec une passion qui me faisait battre le cœur. Ses mains étaient fortes à force de travailler. Son rire était sincère, et elle ne cherchait à impressionner personne. Quand Emma et moi avons commencé à chercher un endroit pour construire mon atelier d'ébénisterie, sa famille nous a aidés à trouver l'endroit idéal. C'était 4 hectares de terrain légèrement vallonnés, avec des chênes matures, et un petit ruisseau qui traversait un coin. La propriété avait un bon accès routier, mais semblait privée et paisible. Tom connaissait bien la région, et nous avait présenté au propriétaire, nous aidant à négocier un arrangement équitable. J'y ai construit mon atelier, un grand bâtiment à ossature bois que j'ai conçu et construit moi-même avec l'aide du père et des frères d'Emma. Mon entreprise de meubles sur mesure avait connu une croissance constante au cours des 3 années. J'étais spécialisé dans les pièces artisanales, utilisant des techniques d'assemblage traditionnelles, et des bois durs d'origine locale. Chaque table, chaise ou armoire prenait des semaines, voire des mois, à être achevée, mais mes clients appréciaient le savoir-faire, et étaient prêts à attendre. J'avais 6 mois de commandes en attente, et j'avais récemment fait l'objet d'un article dans un magazine de design régional. Le travail était exigeant, mais profondément satisfaisant, et l'entreprise générait un revenu confortable.
Mais ma famille rejetait tout cela comme du travail ouvrier, comme si créer quelque chose de beau avec mes mains était en quelque sorte moins valable que de brasser de l'argent sur des ordinateurs. Derek travaillait dans la finance, quelque chose à voir avec des portefeuilles d'investissement et des actifs à effet de levier, qu'il expliquait de manière à faire sentir les autres ignorants. Lui et Chloé vivaient dans un appartement coûteux en centre-ville, tout de verre, d'acier, et de meubles minimalistes qui coûtaient probablement plus qu'ils ne valaient. Mes parents nous comparaient constamment, Derek sortant toujours vainqueur. Lors des réunions de famille, ils interrogeaient Derek sur ses dernières transactions et investissements, se penchant avec intérêt et fierté. Lorsqu'il se tournait vers moi, les questions étaient désinvoltes, et il changeait généralement de sujet avant que je puisse répondre en détail. Ma mère mentionnait les exploits de Derek à ses amis, tout en passant sous silence ce que je faisais dans la vie, comme si elle n'arrivait pas à trouver comment rendre l'ébénisterie impressionnante. Les comparaisons s'étendaient également à nos épouses. Chloé travaillait dans le marketing de la mode pour une agence de luxe, planifiant des événements, et gérant les réseaux sociaux pour des marques de vêtements. Elle s'habillait de tenues élégantes et coûteuses, et parlait avec l'aisance décontractée, et le fait de citer des noms, de quelqu'un qui essaie constamment de prouver qu'il appartient au cercle d'élite. Ma mère l'adorait, commentant fréquemment le style et la sophistication de Chloé. Emma, par contraste, préférait les jeans et les chemises simples, ses cheveux généralement attachés en queue de cheval pratique. Elle passait son temps libre dans son potager, ou à s'occuper du petit troupeau de poules que nous gardions pour les œufs. Elle mettait en conserve des tomates et des cornichons, faisait son pain à partir de rien, et suivait des cours en ligne de gestion d'entreprises agricoles. Mais ma famille ne voyait qu'une campagnarde jouant à la fermière. Quelqu'un qui n'avait pas appris à bien s'habiller, ou à apprécier les bonnes choses. Le manque de respect s'était accumulé pendant des années, mais il atteignit un nouveau creux lors d'un dîner de famille, 6 mois avant ce terrible Thanksgiving. Derek avait choisi un restaurant cher du centre-ville, le genre d'endroit où le menu n'affichait aucun prix, et où les portions étaient absurdement petites. Nous étions assis à une grande table, et la conversation tournait autour des vins, des destinations de vacances, et des tendances de la mode. Emma participait quand elle le pouvait, mais les sujets étaient délibérément choisis pour l'exclure. À un moment donné, je m'excusais pour aller aux toilettes. En revenant, je passais près de l'endroit où ma mère parlait à une de ses amies qui s'était arrêtée à la table. J'entendis clairement la voix de ma mère, adoptant ce ton de plainte confidentielle. « Je ne sais tout simplement pas à quoi Robert pensait, dit-elle. Je veux dire, c'est une fille adorable, mais tellement simple. Et toute cette histoire d'agriculture, j'espère que ce n'est qu'une phase. Je dis aux gens qu'il fait de la conception de meubles sur mesure, parce que je ne peux pas supporter de dire qu'il est ébéniste. Ça fait tellement ouvrier. » Son ami fit des bruits de sympathie, et ma mère continua. « Et maintenant Derek réussit si bien, engagé dans de vraies affaires, un vrai succès. J'aurais juste aimé que Robert montre la même ambition. » Je restai figé un instant, les mots tombant comme des coups physiques. Lorsque je revins à la table, ma mère me sourit comme si rien ne s'était passé. Je ne dis rien alors, mais plus tard, lorsque je l'abordai en privé, elle écarta ça comme une plaisanterie, prétendant que j'avais mal compris, ou que j'étais trop sensible. Mon père la soutint, suggérant que j'exagérais. Cette nuit-là, en rentrant avec Emma, je réalisai que le manque de respect de ma famille n'allait pas changer. Ce n'était pas un malentendu, ni un problème temporaire. C'était ce qu'ils étaient, la façon dont ils voyaient le monde. Ils mesuraient la valeur par les symboles de statut et le positionnement social, et selon leurs critères, Emma et moi serions toujours en deçà. Emma m'avait simplement serré la main, et dit qu'elle m'aimait pour qui j'étais, et non pour ce que ma famille pensait de moi. Mais je voyais la peine dans ses yeux, la peine qu'elle s'efforçait tant de cacher. 6 mois passèrent, et les démonstrations de richesse de Derek devinrent de plus en plus ostentatoires. Il acheta une nouvelle voiture de luxe, un modèle allemand dont le prix aurait pu financer une petite entreprise. Il publiait constamment des photos sur les réseaux sociaux, montrant des repas au restaurant, des achats de créateurs, et des escapades de week-end dans des complexes hôteliers coûteux. Chaque publication semblait inclure une pique subtile envers les modes de vie plus simples, avec des légendes sur le fait d'apprécier les bonnes choses, ou d'investir dans la qualité plutôt que dans la quantité. Mes parents s'en délectaient, partageant ces publications, et commentant avec fierté. Ils suggérèrent à plusieurs reprises que je devrais demander conseil à Derek en matière d'affaires, comme si sa réussite financière signifiait qu'il s'y connaissait en artisanat et en travail honnête. Derek lui-même devint insupportable, laissant entendre qu'il faisait d'importantes transactions d'investissement et des partenariats stratégiques,
avec l'arrogance désinvolte de quelqu'un qui pensait que l'argent était synonyme de sagesse. Le point de rupture arriva lors d'une réunion de famille au début du printemps. Derek nous avait tous convoqués pour une annonce spéciale, insistant pour que nous nous retrouvions chez mes parents, un dimanche après-midi. Nous nous sommes rassemblés dans leur salon, et Derek se tenait au centre, comme un politicien sur le point de s'adresser à ses électeurs. Je voulais partager une nouvelle excitante avec la famille, commença-t-il, son sourire large et satisfait de lui-même. Je viens de m'engager dans un investissement majeur, dans un projet de développement immobilier commercial. Nous parlons d'un complexe à usage mixte dans le couloir du centre-ville, avec des commerces de détail haut de gamme et des condos de luxe. Les projections sont incroyables. Ça va être énorme. Mes parents applaudirent, ma mère claquant des mains de joie. Derek se prélaça dans l'attention, parlant de financement à effet de levier, de positionnement sur le marché, et de rendements attendus. Puis il se tourna vers moi. « Robert, je me disais que tu devrais y participer, dit-il. Je sais que tu as mis de côté quelques économies avec ton entreprise de meubles. C'est exactement le genre d'opportunité qui pourrait t'amener au niveau supérieur, une véritable création de richesse, pas seulement échanger ton temps contre de l'argent. » Je sentis Emma se raidir à côté de moi. Je gardai ma voix posée. J'apprécie l'offre, Derek, mais je suis content de ce que je suis en train de construire. Mon entreprise croît régulièrement, et j'aime le contrôle et la stabilité. Le sourire de Derek se crispa. C'est exactement le genre de mentalité qui maintient les gens coincés, Robert. Tu dois prendre des risques pour gagner de l'argent réel. Jouer la sécurité avec ton petit atelier, c'est bien si tu veux rester petit, mais tu ne veux pas plus. J'ai ce que je veux, dis-je simplement. Chloé intervint, son ton dégoulinant de fausses inquiétudes. Derek essaie juste de t'aider, Robert. Ça doit être difficile de regarder tout le monde réussir, pendant que tu travailles encore avec tes mains, comme un artisan. Ça pourrait être ta chance de te rattraper. La main d'Emma trouva la mienne sous la table, serrant doucement. J'avais envie de partir, mais je restais assis. Mon père s'éclaircit la gorge. Derek n'a pas tort, mon fils. Tu as toujours été talentueux, mais le talent a ses limites. Il est peut-être temps de voir les choses en grand. La conversation passa à autre chose, mais le message était clair. Ma famille voyait mon refus de me lancer dans le projet d'investissement de Derek comme un autre signe de mon ambition limitée, de ma petite pensée. Ils ne pouvaient pas comprendre que je ne voulais pas ce que Derek avait, que sa version du succès me semblait creuse. Au cours des semaines suivantes, le comportement de Derek devint plus étrange. Il m'appela tard un soir, sa voix légèrement pâteuse, parlant rapidement des fluctuations du marché, et de la confiance des investisseurs. Il semblait stressé malgré toute sa vantardise, et il buvait plus lors des réunions de famille. Il prenait fréquemment des appels téléphoniques, pour lesquels il s'éloignait pour répondre, revenant avec un sourire forcé qui n'atteignait pas ses yeux. Lors d'un barbecue chez mes parents en juin, le partenaire commercial de Derek, Trevor, se présenta. J'avais déjà rencontré Trevor quelques fois auparavant, un homme nerveux, aux cheveux clairsemés, qui semblait toujours calculer quelque chose dans sa tête. Ce jour-là, il avait l'air particulièrement anxieux, mangeant à peine, et vérifiant son téléphone constamment. Quand j'essayais d'engager la conversation, il donna des réponses vagues et évasives, et s'excusa rapidement. Vers la fin de ce barbecue, mes parents firent une annonce qui me glaça. Ils avaient décidé d'investir une partie importante de leurs économies de retraite auprès de la société de Derek, 200 000 $. De l'argent qu'ils avaient passé des décennies à accumuler était désormais lié aux transactions que Derek effectuait. Ma mère rayonnait en le disant, si fière de faire partie des entreprises de son fils qui réussissaient. J'essayais une fois de plus de parler à mon père en privé, exprimant mes inquiétudes concernant la volatilité des investissements de Derek. Le visage de mon père se durcit. Ton frère sait ce qu'il fait, Robert. Ce n'est pas parce que tu ne comprends pas la finance que le reste d'entre nous ne devrait pas profiter des opportunités. Franchement, tu as l'air jaloux. Je ne suis pas jaloux, dis-je. Je suis inquiet. Mettre autant de votre retraite dans un seul investissement semble risqué. Et c'est pour ça que tu ne construiras jamais de vraies richesses, dit mon père, s'éloignant. Emma était restée silencieuse pendant la plupart de ses réunions de famille, mais je savais qu'elle était attentive. Elle avait une façon d'observer les gens, de voir au-delà des apparences. Une nuit, alors que nous étions couchés, elle dit doucement, « Ton frère a des problèmes, Robert. Je ne sais pas de quel genre,
Mais quelque chose ne va pas du tout. Qu'est-ce qui te fait dire ça, demandai-je, bien que j'ai pensé la même chose. Il joue un rôle, dit-elle. Toute cette vantardise et cet étalage d'argent, ça semble désespéré, comme s'il essayait de se convaincre autant que tout le monde. Et tu as vu combien il a bu au barbecue? Ce n'est pas de l'alcool de fête. C'est de l'alcool de stress. 2 semaines plus tard, mes soupçons furent confirmés de la manière la plus étrange. Je travaillais tard dans mon atelier, rabotant à la main un morceau de noyer pour une table de salle à manger, quand j'entendis une voiture s'arrêter dehors. Il était presque 22 heures, et je n'attendais personne. Quand j'ouvris la porte, Derek entra en titubant, manifestement ivre. « Robert, dit-il, ces mots se chevauchant. J'avais besoin de parler à quelqu'un qui n'est pas impliqué, tu sais, quelqu'un en dehors de tout ce gâchis. » Quel gâchis, Derek? Je l'aidai à s'asseoir sur une chaise dans le bureau de mon atelier. Il mit sa tête dans ses mains. L'accord de développement, il s'écroule. L'investisseur principal s'est retiré, et maintenant toute la structure de financement s'effondre. Trevor panique, parle de responsabilité, et de poursuites judiciaires. On a utilisé un financement à effet de levier, Robert. Sais-tu ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a emprunté contre des rendements projetés qui n'arriveront pas. Ça veut dire que si ça tourne mal, ça tourne vraiment mal. Je sentis mon estomac se tordre. Qu'en est-il de l'argent de maman et papa? Son téléphone sonna, et il se leva brusquement, soudain alerte. Je dois prendre ça. Il trébucha dehors, et j'entendis sa voix reprendre cette fausse assurance, assurant à quiconque était au bout du fil que tout était sous contrôle. Il revint quelques minutes plus tard, l'air encore plus défait. Quel gâchis, Derek? Je l'aidai à s'asseoir sur une chaise dans le bureau de mon atelier. Derek leva les yeux, le regard flou. Ça, c'est dans un autre fond. Ça devrait aller. Probablement. Je ne sais pas. Tout est connecté d'une manière que je n'ai pas comprise quand j'ai commencé. Trevor s'est occupé des structures complexes, et maintenant je réalise que je ne comprends pas entièrement mes propres investissements. Tu étais arrogant, dis-je. Non, répondit Derek, sa voix à peine audible. J'étais stupide. Je voulais tellement le succès que j'ai pris des risques que je ne pouvais pas me permettre. Je n'étais pas intelligent, dis-je. J'ai juste su que je ne comprenais pas ce que tu faisais, et je ne parie pas avec de l'argent que je ne peux pas me permettre de perdre. Le lendemain, j'appelai Derek pour prendre de ses nouvelles, et lui demander des précisions sur notre conversation. Il n'y a que quelque chose n'allait pas, sa voix tendue et défensive. J'étais ivre, Robert. Je disais des bêtises. Tout va bien avec le développement. Mieux que bien. Ne t'inquiète pas pour des choses que tu ne comprends pas. Mais je m'inquiétais, et je savais qu'Emma avait raison. Mon frère était dans de graves difficultés, et toute la famille était sur le point de découvrir à quel point c'était grave. 2 mois plus tard, fin août, j'étais dans mon atelier quand je fis une pause pour consulter les nouvelles sur mon téléphone. Un titre attira immédiatement mon attention, projet de développement majeur du centre-ville déclare faillite. Les investisseurs font face à des pertes. J'eus les mains glacées en lisant l'article. Le développement pour lequel Derek était si enthousiaste s'était effondré de manière spectaculaire. L'article détaillait un réseau complexe de financement surdimensionné, de dépassement de coûts, et de mauvaise gestion. Plusieurs sociétés d'investissement étaient nommées, et l'entreprise de Derek y figurait en bonne place. L'article mentionnait des poursuites judiciaires déjà intentées par des investisseurs qui prétendaient avoir été induits en erreur sur les risques. J'essayai d'appeler Derek immédiatement, mais l'appel tomba directement sur la messagerie vocale. J'essayai 3 autres fois au cours de l'heure suivante, avec le même résultat. Je lui envoyai un message, lui demandant s'il allait bien, et si je pouvais faire quelque chose. Aucune réponse. J'appelai mes parents, mais ils ne répondirent pas non plus. Emma vint à l'atelier quand elle vit mon visage. Je lui montrai l'article, et elle le lut attentivement, son expression grave. C'est ce qui l'inquiétait cette nuit-là, dit-elle. C'est l'effondrement qu'il craignait. Mes parents ont de l'argent dans son entreprise, dis-je, le poids total de la chose m'atteignant. 200 000 $. Emma resta silencieuse un instant. Attendons de voir ce qui se passe. Peut-être que ce n'est pas aussi grave que ça en a l'air. Mais c'était pire. Beaucoup pire. 3 jours plus tard, mon téléphone sonna à 6 heures du matin.
C'était ma mère, et elle était presque hystérique. Robert, tu dois venir à la maison tout de suite. C'est Derek. Tout s'écroule. Ton père et moi avons besoin de toi ici. Nous nous habillâmes rapidement, et nous nous rendîmes chez mes parents. À notre arrivée, la scène était chaotique. Ma mère pleurait dans la cuisine. Mon père était assis à la table de la salle à manger, avec des papiers éparpillés partout, le visage gris. Derek était affalé sur une chaise dans le salon, l'air de n'avoir pas dormi depuis des jours. Chloé était assise à côté de lui, son maquillage étalé par les pleurs. Mon père expliqua la situation d'une voix vide. La société d'investissement de Derek était poursuivie en justice par plusieurs clients, pour fausses déclarations, et manquement à l'obligation fiduciaire. La faillite du projet de développement avait déclenché une cascade de problèmes, car Derek avait utilisé quelque chose appelé « garantie croisée », liant plusieurs investissements ensemble. Quand l'un échouait, il entraînait les autres dans sa chute. Derek avait tout mis à profit. Il avait contracté des prêts sur son Penthouse, pour investir plus d'argent dans des transactions qui ne valaient plus rien. Ses biens personnels étaient liés à des garanties qu'il avait faites pour sécuriser le financement. Le revenu de Chloé s'était tari, car son entreprise de mode l'avait licencié, inquiète de l'association avec le scandale. Ils faisaient face à la saisie de leur Penthouse, et l'argent de la retraite de mes parents était parti. Pas tout, mais la majeure partie. Sur les 200 000 $ qu'ils avaient investis, ils pourraient récupérer 20 ou 30 000 $, s'ils étaient chanceux. Le reste s'était évanoui dans l'épave de l'empire effondré de Derek. Ma mère pouvait à peine parler à travers ses larmes. Nous allons tout perdre. Nous allons devoir vendre la maison. Ton père ne peut pas prendre sa retraite. Nous sommes revenus là où nous étions il y a 30 ans. Derek resta immobile, ne se défendant pas, n'expliquant pas. Il fixait simplement le sol, pendant que Chloé pleurait à côté de lui. Mon père me regarda avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Quelque chose de désespéré, et d'exigeant. Robert, nous avons besoin de ton aide. Nous avons besoin que la famille se rassemble. Quelle sorte d'aide, demandai-je, bien que je savais déjà où cela allait. Derek a besoin de 350 000 $ pour régler ses dettes les plus urgentes, et ses problèmes juridiques, dit mon père. S'il peut régler rapidement, il peut éviter les accusations criminelles, et peut-être sauver quelque chose de tout ça. Ta mère et moi ne les avons pas. Nous lui avons donné tout ce que nous pouvions. Il y eut un long silence. Emma se tenait à côté de moi, sa présence stable et calme. Et vous voulez que je fournisse cet argent, dis-je doucement. Tu as ton entreprise, dit ma mère, sa voix s'élevant. Tu as la propriété, l'atelier. Tu pourrais le vendre, ou contracter des prêts dessus. Derek est ton frère. C'est ce que fait la famille. Nous nous aidons les uns les autres. J'eus l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Il voulait que je détruise tout ce que j'avais construit, que je parie toute ma subsistance pour renflouer les erreurs imprudentes de Derek. J'ai travaillé pendant des années pour bâtir cette entreprise, dis-je, gardant ma voix posée. J'ai construit chaque partie de cet atelier de mes propres mains. L'entreprise subvient aux besoins d'Emma et moi. Vous me demandez de tout risquer. Nous ne demandons pas, dit mon père, sa voix dure. Nous te disons de le faire. C'est la famille. Derek a fait des erreurs, mais il reste ton frère. Si tu ne l'aides pas, il pourrait aller en prison. Ta mère et moi perdrons notre maison. C'est ce que tu veux. Derek leva enfin les yeux. S'il te plaît, Robert, je sais que j'ai fait des bêtises. Je sais que j'ai été arrogant, et stupide, mais je t'en supplie. Je te rembourserai, je le jure. J'ai juste besoin d'aide pour traverser ça. Chloé essuya ses yeux et me regarda. Tu as toujours gardé les choses petites et sûres. Tu n'as jamais pris de risques. Eh bien, maintenant ta famille a besoin que tu agisses, pour une fois. Emma veut probablement garder l'argent pour ses fantasmes de ferme, mais c'est plus grand que ça. Le commentaire sur Emma coupa court à tout le reste. Je sentis la main d'Emma sur mon bras, douce mais ferme, me gardant les pieds sur terre. De combien Derek a-t-il besoin exactement, demandai-je. Mon père feuilleta des papiers. 350 000 $ couvriraient les règlements les plus urgents, et les frais juridiques. Ça lui donnerait de l'air pour se réorganiser, et déterminer la suite. Le nombre était stupéfiant. C'était plus que ce que mon entreprise valait en termes de valeur en espèces.
Je devrais vendre la propriété, liquider l'équipement, détruire des années de travail. Je ne vais pas faire ça, dis-je doucement. La pièce explosa. Ma mère se mit à pleurer plus fort, m'accusant d'abandonner la famille. Mon père se leva, le visage rouge, disant que je n'étais pas le fils qu'il avait élevé. Derek mit sa tête dans ses mains. L'expression de Chloé devint haineuse. « Tu vas vraiment laisser ton frère aller en prison ?» cria ma mère. « Tu vas nous laisser tout perdre après tout ce que nous avons fait pour toi, t'élever, te soutenir ?» « Vous ne m'avez jamais soutenu, dis-je, ma voix toujours calme, mais ferme. Vous avez rejeté tout ce que je faisais. Vous vous êtes moqué de ma femme. Vous avez traité mon entreprise comme si c'était un passe-temps. Et maintenant, dans votre moment de crise, vous vous attendez à ce qu'Emma et moi venions vous sauver? Ce n'était pas que des erreurs, dit mon père. Il a pris des risques. C'est ce que font les gens qui réussissent. Tu as toujours eu trop peur de prendre des risques, et maintenant tu utilises cela comme excuse pour abandonner ta famille. Je regardais Derek. Dis-moi la vérité. Si je te donne cet argent, quelles sont les chances que tu t'en remettes réellement? Quelles sont les chances que ce ne soit pas juste jeter de l'argent par les fenêtres? Derek ne put soutenir mon regard. Cela me dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Je ne vais pas détruire ma vie pour retarder l'inévitable, dis-je. Derek a fait ses choix. Il doit faire face aux conséquences. Ma mère se leva, son visage tordu par la colère et la déception. Si tu n'aides pas, je ne te pardonnerai jamais. Tu choisis l'argent plutôt que la famille. Tu choisis cette femme, sa terre, et ses poules, plutôt que ton propre sang. C'est alors qu'Emma, qui était restée silencieuse pendant tout l'échange, parla pour la première fois. Cette femme a un nom, dit-elle doucement. Sa voix était calme, mais il y avait de l'acier dedans. Et avant que vous ne continuiez à parler de l'argent et de la propriété de Robert, je pense que vous devriez savoir exactement sur quelle terre se trouve son atelier. La pièce se tut au mot d'Emma. Tout le monde se tourna vers elle. Elle se tenait à côté de moi, sa posture détendue, mais ses yeux vifs et clairs. Je ressentis un moment de confusion moi-même. Je savais que la terre avait été un cadeau de sa famille, mais je sentais qu'il y avait plus que ce que j'avais compris. « De quoi parles-tu » dit Chloé, sa voix dégoulinante de dédain. « Personne ne se soucie de vos petits arrangements de propriété agricole. » Emma sourit, mais ce n'était pas un sourire chaleureux. « Derek, te souviens-tu quand Robert cherchait une propriété pour son atelier? Te souviens-tu que je t'avais dit que ma famille l'avait aidé à trouver l'endroit parfait? » Derek avait l'air confus, son cerveau épuisé ayant du mal à suivre. « Oui, je suppose que vous connaissiez la région ou quelque chose comme ça. » Nous ne connaissions pas seulement la région, dit Emma. Ma famille possède la région. Les 4 hectares où se trouve l'atelier de Robert, cette terre appartient à ma famille. Nous l'avons donnée à Robert comme cadeau de mariage. Pas d'hypothèque, pas de paiement, juste un cadeau. Je vis mes parents échanger des regards. La bouche de ma mère s'ouvrit légèrement. C'était clairement une nouvelle pour eux. Ma famille est propriétaire de terres dans cette région depuis 4 générations, continua Emma, sa voix toujours calme et mesurée. Nous avons plus de 120 hectares au total. Une partie est la ferme où j'ai grandi, où mes parents vivent toujours. Une partie est boisée, que nous entretenons pour la conservation, et une partie, comme la parcelle que nous avons donnée à Robert, nous la détenons pour un usage familial. Chloé laissa échapper un rire moqueur. Alors, ta famille a de la terre. Cela ne change rien. Robert doit quand même aider Derek. Je n'ai pas fini, dit Emma. Et quelque chose dans son ton fit se taire Chloé. Vous avez tous passé des années à mépriser ma famille parce que nous gérons un stand de ferme, et vivons simplement. Vous avez fait des blagues sur les légumes et les poules. Vous avez suggéré que je devais mieux m'habiller pour m'intégrer à votre style de vie sophistiqué. Vous m'avez traité comme si j'étais une paysanne ignorante, qui ne comprenait pas le monde réel. Ma mère eut la décence d'avoir l'air mal à l'aise, bien qu'elle ne dît rien. Emma sortit son téléphone, et ouvrit un dossier. Pendant que vous vous concentriez tous sur les apparences et le statut, ma famille construisait quelque chose de réel. Notre stand de ferme n'est pas seulement une petite opération en bord de route. Il fait partie d'une plus grande entreprise d'agriculture durable. Nous louons des parcelles de nos terres à des fournisseurs d'aliments biologiques. Nous avons des contrats avec 3 grandes chaînes d'épicerie pour des produits spécialisés. Mon père gère plus de 40 hectares de terres agricoles productives,
ce qui génère un revenu substantiel chaque année. Elle tourna son téléphone pour montrer un document. Il y a 2 mois, un promoteur commercial a approché ma famille. Il voulait acheter 48 hectares de notre terre, à la limitait. Leur offre s'élevait à 2 300 000 $. Le nombre resta suspendu dans l'air comme un coup de tonnerre. Le visage de mon père devint pâle. La main de ma mère vola à sa bouche. Derek leva les yeux, son expression stupéfaite. Même moi, j'étais choqué. J'avais su que la famille d'Emma avait des terres, mais je n'avais pas réalisé l'étendue de leurs possessions, ni leur valeur. Mes parents ont convoqué une réunion de famille pour discuter de l'offre, continua Emma. Robert et moi sommes allés à la ferme, et nous nous sommes tous assis autour de la table de la cuisine, mon père, ma mère, mes 2 frères, Robert, et moi. Nous avons parlé de ce que l'argent pourrait faire, des opportunités, et des investissements, et nous avons décidé de la refuser. Elle regarda directement ma mère. Nous avons refusé 2 300 000 $, parce que nous valorisions le fait de garder la terre dans la famille, plus que nous valorisions l'argent. Nous voulions la préserver pour la prochaine génération, la garder disponible pour les membres de la famille qui pourraient en avoir besoin, comme nous l'avons fait pour Robert, quand il a eu besoin d'espace pour son atelier. Chloé fixait Emma comme si elle la voyait pour la première fois. Vous avez refusé 2 millions de $ pour garder une terre vide. Elle n'est pas vide, dit Emma patiemment. C'est de la forêt et des prairies, un habitat pour la faune, une protection du bassin versant pour le ruisseau qui la traverse. Elle a une valeur au-delà de l'argent. Mais c'est un concept avec lequel votre famille semble avoir du mal. Mon père retrouva sa voix. Emma, si ta famille a ce genre de richesse, tu comprends sûrement à quel point il est important d'aider Derek. Vous pourriez nous aider sans même le sentir. Emma secoua lentement la tête. Non, monsieur Patterson, vous manquez l'essentiel. Ma famille a des ressources parce que nous avons construit quelque chose de réel, quelque chose de durable. Nous n'avons pas couru après des stratagèmes pour devenir riches rapidement, ni parier avec de l'argent que nous ne pouvions pas nous permettre de perdre. Nous avons travaillé dur, vécu selon nos moyens, et pris des décisions prudentes. C'est comme ça qu'on construit une vraie richesse. Elle regarda Derek. Tu t'es moqué de Robert parce qu'il travaillait avec ses mains, parce qu'il fabriquait des meubles au lieu de jouer avec des investissements. Mais Robert crée une vraie valeur. Chaque pièce qu'il fabrique durera des générations. Il a des clients qui attendent des mois pour son travail, parce qu'ils savent que ça vaut la peine d'être possédé. C'est ça le vrai succès. Tout cela est très touchant, dit ma mère, la voix serrée. Mais cela ne change pas le fait que Derek a besoin d'aide. Si vous avez les moyens d'aider, alors faites-le. C'est ce que font les gens décents. L'expression d'Emma se durcit. Les gens décents. Pendant 3 ans, votre famille m'a traité comme si je n'étais pas assez bien pour en faire partie. Vous vous êtes moqué de mes vêtements, de mes intérêts, de mes origines. Vous avez rejeté tout ce qui me concernait, le qualifiant de non sophistiqué et de simple. Vous avez fait en sorte que Robert ait honte de son travail, et de son choix de m'épouser. Et maintenant, dans votre moment de crise, vous vous attendez à ce que ma famille et moi vous sauvions? Le silence fut absolu. Je n'avais jamais entendu Emma parler avec une colère aussi maîtrisée. Laissez-moi être très clair, dit Emma. Ma famille a les moyens financiers de renflouer Derek plusieurs fois. Nous pourrions faire un chèque de 350 000 $ aujourd'hui, et avoir encore des ressources substantielles restantes. Mais nous n'allons pas le faire. Non pas parce que nous sommes cruels, mais parce que vous devez faire face aux conséquences de vos choix, et parce que le respect n'est pas quelque chose que vous pouvez acheter quand vous en avez soudainement besoin. Le visage de Chloé était passé de pâle à rouge. Espèce de petite paysanne suffisante. Tu te tiens là, à faire la supérieure, alors que toute ta famille n'est qu'une bande de fermiers qui jouent aux hommes d'affaires. Et pourtant, nous ne sommes pas ceux qui font face à la faillite et aux poursuites judiciaires, dit Emma calmement. Nous ne sommes pas ceux qui ont gaspillé notre avenir dans des investissements à effet de levier que nous ne comprenions pas. Ma famille est peut-être composée de fermiers, mais nous comprenons la valeur du travail acharné, de la construction lente et durable. Ce sont des leçons dont votre famille pourrait tirer profit. Mon père tenta une approche différente. Emma, pense à Robert, s'il te plaît. C'est sa famille. Son frère pourrait aller en prison. Ses parents pourraient perdre leur maison. Peut-il vraiment vivre avec ça? Emma me regarda. Et je vis la question dans ses yeux. Je pris sa main et parlai directement à mon père.
Je peux vivre avec, dis-je. Parce que les problèmes de Derek ne sont pas de ma faute, et détruire mon entreprise ne les résoudra pas. Tout ce que cela fera, c'est me tirer vers le bas aussi. Emma et moi avons travaillé trop dur pour construire notre vie, pour la gaspiller dans une crise que Derek a créée. Derek parla enfin, sa voix étranglée. Robert, je suis désolé. Je suis désolé pour la façon dont je t'ai traité. Et Emma, je suis désolé d'avoir été arrogant. Je suis désolé pour le gâchis que j'ai fait, mais je suis toujours ton frère. Cela ne signifie-t-il rien? Ça signifie beaucoup, dis-je. Ça signifie que je ne veux pas te voir en prison. Ça signifie que j'espère que tu trouveras un moyen de t'en sortir. Mais ça ne signifie pas que je vais sacrifier tout ce que j'ai, pour retarder l'inévitable. Tu vas devoir y faire face, Derek. Tu vas devoir accepter la responsabilité, et gérer les conséquences. Je peux vivre avec, dis-je. Parce que les problèmes de Derek ne sont pas de ma faute, et détruire mon entreprise ne les résoudra pas. Tout ce que cela fera, c'est me tirer vers le bas aussi. Emma et moi avons travaillé trop dur pour construire notre vie, pour la gaspiller dans une crise que Derek a créée. Emma me serra la main, et je savais qu'elle était avec moi, quoi qu'il arrive ensuite. Alors, je suppose que c'est ton choix, dis-je doucement. Je me tournai vers la porte, Emma à mes côtés. Derrière nous, ma mère pleurait. Mon père criait à la trahison et à l'égoïsme. Chloé disait quelque chose de vicieux sur Emma. Derek resta assis en silence, la tête dans ses mains. Nous sortîmes de la maison, et montâmes dans notre camion. Alors que nous partions, Emma resta silencieuse pendant un long moment. « Est-ce que ça va » demanda-t-elle finalement. « Je ne sais pas » admis-je. « Mais je sais que nous avons fait ce qu'il fallait. »« Oui » dit-elle. « Ta famille a passé des années à te dire que tu n'étais pas assez bien, que tes choix étaient mauvais. Ils ne peuvent pas faire volte-face, et exiger ton aide quand leur choix s'effondre. » Je conduisis en silence jusqu'à la maison, mon esprit agité par des émotions que je ne pouvais pas tout à fait nommer. Quand nous sommes rentrés chez nous, Emma alla voir ses poules, et je me dirigeai vers mon atelier. Je me tins à l'intérieur du bâtiment que j'avais construit de mes propres mains, entouré d'outils que j'avais collectionnés au fil des ans, regardant la table de salle à manger à moitié finie sur mon établi. C'était ce que j'avais construit. C'était réel. C'était à moi, et je n'allais laisser personne me l'enlever. La semaine suivant la confrontation chez mes parents, je n'entendis rien de ma famille. Pas d'appel, pas de messages, pas même de messages vocaux en colère. Le silence était en quelque sorte pire que les querelles. Je me jetai dans le travail, passant de longues heures dans l'atelier, me concentrant sur la précision des joints, et le grain du bois, parce que c'était quelque chose que je pouvais contrôler. Emma vaquait à ses routines avec son calme habituel et sa détermination. Elle s'occupait de son jardin, ramassait les œufs des poules, et poursuivait ses cours en ligne. Mais je pouvais voir la tension dans ses épaules. La façon dont elle vérifiait son téléphone plus souvent que d'habitude, attendant que la suite arrive. Elle arriva un samedi matin. Mon père appela, sa voix formelle et froide. « Ta mère veut parler à toute la famille, dit-il. Demain après-midi à 14 heures. Elle s'attend à ce que toi et Emma soyez là. » De quoi s'agit-il, demandai-je. Sois juste là, dit-il, et il raccrocha. Emma et moi avons débattu de l'opportunité d'y aller. Une partie de moi voulait refuser, tracer une ligne, et s'y tenir. Mais Emma souligna que nous devions savoir ce qui se passait, qu'éviter la situation ne la ferait pas disparaître. Alors, nous nous sommes rendus chez mes parents le lendemain. Nous étions tous les deux tendus, et incertains de ce que nous allions trouver. À notre arrivée, la voiture de Derek était déjà dans l'allée. Nous sommes entrés dans la maison pour trouver mes parents, Derek et Chloé, tous assis dans le salon. L'atmosphère était lourde de tension et de ressentiment. Ma mère parla la première, la voix serrée. « Je vous ai demandé de venir ici parce que nous devons régler cette situation une fois pour toutes. Les avocats de Derek ont élaboré un accord de règlement. Il a besoin de 275 000 $ d'ici la fin du mois. S'il ne les trouve pas, il fera face à des accusations criminelles, et ira presque certainement en prison. Je ne dis rien, attendant la demande que je savais qu'elle allait venir. Ton père et moi avons hypothéqué cette maison, continua ma mère. Nous avons emprunté contre tout ce qu'il nous reste. Nous pouvons contribuer 90 000 $. Cela laisse 185 000 $ encore nécessaires. Derek leva les yeux vers moi,
ses yeux cernés de rouge. Robert, je sais que je ne mérite pas ton aide. Mais je t'en supplie. J'ai tout perdu. Chloé et moi vivons dans un studio, dans un immeuble avec des ascenseurs en panne. Je travaille dans une épicerie pour essayer de payer les courses. Ma carrière est détruite. Il ne me reste rien, sauf la chance de ne pas aller en prison. Chloé pleurait doucement. S'il te plaît, murmura-t-elle. Je sais que j'ai été horrible avec toi et Emma. Je sais que j'ai dit des choses horribles. Je suis désolé. Nous sommes juste désespérés. Je sentis Emma se tendre à côté de moi. Je gardai ma voix calme. Je comprends que vous êtes désespéré. Je comprends que c'est grave, mais rien n'a changé dans ma situation. Je ne peux pas vous donner de l'argent que je n'ai pas, sans détruire mon entreprise. Le visage de mon père se durcit. Tu as la propriété de l'atelier. Tu pourrais contracter un prêt dessus. Tu pourrais la vendre si nécessaire. Tu choisis de ne pas aider. Je choisis de protéger ce que j'ai construit, dis-je, tout comme vous choisiriez de protéger votre maison si quelqu'un vous demandait de la donner. Nous hypothéquons notre maison, dit ma mère, sa voix s'élevant. Nous sacrifions tout pour aider Derek. Pourquoi ne feras-tu pas la même chose? Parce que Derek n'est pas ma responsabilité, dis-je. C'est un adulte qui a fait ses propres choix. Je suis désolé que ces choix aient eu des conséquences, mais je n'ai pas créé cette situation. Les larmes de Chloé séchèrent soudainement, et elle regarda Emma avec une haine pure. C'est ta faute, cracha-t-elle. C'est toi qui dis à Robert d'abandonner sa famille. Tu l'empoisonnes contre nous, parce que nous n'avons pas été impressionnés par ta petite routine de fermière. La voix d'Emma était calme, mais claire. Je n'ai rien dit à Robert, à part de faire son propre choix. Mais puisque vous l'évoquez, laissez-moi vous dire ce que je pense. Je pense que votre famille a passé des années à mesurer le succès avec les mauvaises métriques. Vous avez valorisé les apparences au détriment de la substance, le statut au détriment du caractère. Vous avez enseigné à Derek que prendre des risques avec l'argent des autres le rendait intelligent, que les démonstrations ostentatoires de richesse signifiaient qu'il était en train de gagner. Et maintenant que ces leçons ont conduit au désastre, vous voulez que Robert valide cette approche en se sacrifiant pour y remédier. Ma mère se leva, tremblante de colère. Comment oses-tu nous faire la leçon sur les valeurs? Ta famille vit au milieu de nulle part, à jouer au fermier. Tu n'as aucune idée de ce qu'il faut pour réussir dans le monde réel. Ce fut le moment où je le vis dans les yeux d'Emma. La décision de révéler la vérité qu'elle n'avait fait qu'insinuer auparavant. Elle sortit son téléphone, et ouvrit ses photos sur un document spécifique, puis tendit le téléphone à ma mère. C'est l'évaluation fiscale la plus récente de la propriété de ma famille, dit Emma calmement. La terre que ma famille possède est évaluée à un peu plus de 4 millions de dollars. L'entreprise agricole génère environ 300 000 dollars de revenus annuels. J'ai terminé mon MBA en gestion d'entreprise agricole le mois dernier. Je gère les contrats de location commerciaux de ma famille depuis 1 an, tout en aidant Robert avec la comptabilité et la planification de son entreprise. Ma mère fixa l'écran du téléphone, son visage passant du rouge au blanc. Elle tendit le téléphone à mon père sans un mot. Il le regarda, puis regarda Emma, comme s'il ne l'avait jamais vue auparavant. Vous voyez, continua Emma, pendant que vous vous méprisiez tous pour ma culture de légumes, et mon élevage de poules, je construisais une carrière dans l'agriculture durable, et la gestion des terres. Pendant que vous vous moquiez de mes vêtements simples, et de mon manque d'intérêt pour la mode, j'étudiais la stratégie commerciale, et la planification financière. Vous avez supposé que j'étais ignorante, et non sophistiquée, parce que j'ai choisi de vivre près de la terre, au lieu d'un appartement en hauteur. Chloé prit le téléphone des mains de mon père, et fixa l'écran. Ça ne peut pas être réel, murmura-t-elle. C'est très réel, dit Emma. La propriété où se trouve l'atelier de Robert vaut environ 500 000 dollars à elle seule. Nous la lui avons donnée libre de toute charge, parce que c'est ce que font les familles quand elles se valorisent réellement les unes les autres. Mes parents voulaient que Robert ait un endroit où il pourrait construire son rêve, sans le fardeau des paiements hypothécaires ou du loyer. Derek fixait Emma, la bouche légèrement ouverte. Les 4 hectares, dit-il lentement. Vous possédez les 4 hectares. Ma famille les possède, corrigea Emma. Et nous avons choisi de les donner à Robert, parce que nous avons vu son talent, son dévouement, son intégrité. Nous avons vu quelqu'un qui valait la peine d'être investi. Non pas en raison de son potentiel à gagner de l'argent, mais en raison de son caractère.
Ma mère se laissa retomber sur sa chaise. Vous nous avez laissé penser que vous n'étiez qu'une simple fermière. Je n'ai jamais menti sur quoi que ce soit, dit Emma. Vous avez tous fait des suppositions, basées sur vos propres préjugés. Vous avez vu quelqu'un qui portait des jeans, et cultivait des tomates, et avez décidé que cela signifiait que j'étais en dessous de vous. Vous n'avez jamais pris la peine de vous renseigner sur mon éducation, mon travail, les affaires de ma famille. Vous m'avez simplement catalogué comme non sophistiqué. Il y eut un long silence douloureux. Mon père s'éclaircit la gorge. Emma, si ta famille a ce genre de ressources, tu peux sûrement comprendre pourquoi nous demandons de l'aide. 200 000 $ feraient à peine une brèche dans la valeur de ta famille. Emma secoua la tête. Vous n'écoutez toujours pas. Ma famille a des ressources parce que nous les avons construites soigneusement, au fil des générations. Nous n'avons pas parié. Nous n'avons pas contracté de dettes massives pour avoir l'air de réussir. Nous n'avons pas mesuré notre valeur à ce que les autres pensaient de nous. Nous avons travaillé dur, vécu selon nos moyens, et pris des décisions intelligentes. Ce sont les valeurs qui construisent la vraie richesse. Elle regarda directement ma mère. Vous voulez l'aide de ma famille? Après 3 ans à me traiter comme si je n'étais pas assez bien pour votre fils? Après vous être moqué de mes parents, et de leur ferme? Après avoir suggéré que je retenais Robert dans son potentiel? Vous pensez pouvoir exiger de l'aide de personnes que vous avez manqué de respect? Chloé fit une dernière tentative, sa voix désespérée. S'il te plaît, Emma, je sais que j'ai eu tort. Je sais que j'ai été horrible avec toi, mais Derek pourrait aller en prison. Cela ne signifie-t-il rien pour toi? L'expression d'Emma s'adoucit légèrement, mais sa voix resta ferme. Ça signifie que je suis triste pour lui. Ça signifie que j'espère qu'il trouvera un moyen d'avancer. Mais ça ne signifie pas que ma famille va le sauver des conséquences de ses choix. Derek doit faire face à ce qu'il a fait, accepter la responsabilité, et reconstruire à partir de zéro. C'est la seule façon pour lui d'apprendre réellement, et de changer. Je regardais le visage de mon frère pendant qu'Emma parlait. Quelque chose changea dans son expression. Une sorte de résignation, mêlée de la première lueur de compréhension réelle. Elle a raison, dit Derek doucement. Tout le monde se tourna vers lui. Emma a raison. J'ai fui les conséquences toute ma vie. Quand j'ai fait de mauvais investissements, j'ai redoublé au lieu d'admettre que j'avais tort. Quand le développement a commencé à s'effondrer, je l'ai caché au lieu d'y faire face. Et maintenant, je suis assis ici, à attendre que Robert me sauve, tout comme j'attendais de maman et papa qu'ils arrangent toujours tout. Il me regarda directement pour la première fois. Je ne mérite pas ton aide, Robert. J'ai été un frère horrible. J'ai moqué ton travail parce que j'étais jaloux que tu aies réellement construit quelque chose de vrai, alors que je ne faisais que brasser de l'argent et prétendais réussir. J'ai été méchant avec Emma parce qu'elle était tout ce que Chloé n'était pas, authentique et terre à accent grave terre, et cela menaçait l'image que j'essayais de maintenir. Chloé commença à protester, mais Derek leva la main. Non, Chloé, nous savons tous les deux que c'est vrai. Nous étions tellement occupés à avoir l'air de réussir que nous avons oublié de réussir réellement. Nous nous soucions plus de ce que les gens pensaient que de construire quelque chose qui comptait. Ma mère pleurait silencieusement. Mon père resta assis, la tête baissée, l'air plus vieux que je ne l'avais jamais vu. Derek se leva lentement. Je vais trouver une solution par moi-même. Je prendrai n'importe quel accord de plaidoyer que mon avocat pourra obtenir. Je purgerai ma peine si je dois le faire. Je ferai n'importe quel travail que je pourrai trouver, et je rembourserai ce que je dois. Mais j'ai fini de demander aux autres de réparer mes erreurs. Il s'approcha de moi, et me tendit la main. Je suis désolé, Robert, pour tout. Tu méritais mieux de ma part. Je lui serrai la main, ne sachant pas quoi dire. Derek se tourna vers Emma. Et je suis désolé pour toi, Emma. Tu as essayé d'être gentil avec ma famille, même lorsque nous ne le méritions pas. Merci pour ça. Emma hocha la tête, acceptant ses excuses avec grâce. Alors que Derek et Chloé rassemblaient leurs affaires pour partir, ma mère parla enfin. Ce n'est pas fini, dit-elle. Mais sa voix manquait de conviction. Elle commençait à comprendre que son levier avait disparu, que le monde qu'elle pensait connaître s'était déplacé sous ses pieds. Les semaines qui suivirent cette confrontation apportèrent une cascade de changements. Derek plaida coupable à plusieurs chefs d'accusation de mauvaise gestion financière, et accepta un règlement qui le maintiendrait hors de prison,
mais le laissa en faillite, et interdit de travailler dans la finance pendant 10 ans. Lui et Chloé déménagèrent dans un petit appartement d'une pièce, dans un quartier ouvrier. Et Derek prit un emploi d'assistant dans un cabinet de planification financière, effectuant des tâches administratives de base, pour une fraction de ce qu'il gagnait autrefois. Mes parents durent vendre leur maison. L'hypothèque qu'ils avaient contractée, combinée à la perte de leurs économies de retraite, rendit impossible de garder l'endroit où ils avaient vécu pendant 25 ans. Ils déménagèrent dans une maison de ville modeste, et prirent tous deux des emplois à temps partiel, pour compléter leur revenu réduit. Mon père travaillait dans une quincaillerie, ma mère dans un grand magasin. La chute de leur vie confortable fut difficile et humiliante. J'entendais ces mises à jour par bribes, principalement de Derek lui-même. 2 mois après la confrontation, il commença à m'appeler occasionnellement, de brèves conversations où il me mettait au courant de sa situation, et me demandait des nouvelles de mon travail. Les appels étaient maladroits au début, guindés et formels, mais ils devinrent progressivement plus naturels. Il ne demanda jamais d'argent ou d'aide, parlant juste comme un frère essayant de reconstruire une relation qu'il avait endommagée. 3 mois après que tout se soit effondré, Derek se présenta à mon atelier un samedi matin. J'étais surpris de le voir, mais je l'invitai à entrer. Il regarda l'espace avec un intérêt sincère, passant sa main sur une table en noyer que je terminais. « C'est un beau travail, dit-il. Je ne pense pas avoir jamais vraiment regardé ce que tu faisais auparavant. Je l'ai juste catalogué comme du travail manuel, mais c'est de l'art. Je me demandais, dit Derek, sa voix incertaine, si tu pouvais peut-être m'enseigner un peu d'ébénisterie de base. Je ne cherche pas un emploi, ou quoi que ce soit. Je veux juste apprendre quelque chose de réel, quelque chose où je crée de la valeur, au lieu de juste la déplacer. J'étudiais le visage de mon frère. Il avait l'air fatigué et pluvieux, mais il y avait quelque chose de différent dans ses yeux. L'arrogance avait disparu, remplacée par une humilité authentique. « J'aimerais bien, dis-je. » Alors Derek commença à venir à mon atelier le week-end. Je lui enseignais les compétences de base, comment mesurer, et couper avec précision, comment lire le grain du bois, comment utiliser les outils à main. Il était terrible au début, frustré par son propre manque de coordination et de patience. Mais il continuait à venir, continuait à essayer, continuait à apprendre. Un samedi où nous travaillions ensemble, Derek parla de Chloé. « Elle est différente maintenant, dit-il. Nous le sommes tous les deux. Tout perdre a balayé toutes les prétentions. Nous avons dû découvrir qui nous sommes réellement quand nous ne jouons pas la carte du succès. »« Comment va-t-elle » demandai-je. « Mieux que ce à quoi je m'attendais, » admit Derek. Elle a trouvé un emploi dans une petite boutique, les aidant avec leurs vitrines et les réseaux sociaux. Elle gagne un tiers de ce qu'elle gagnait avant, mais elle semble en fait plus heureuse. Elle rentre à la maison, et parle du travail comme si cela comptait, comme si elle apportait quelque chose de réel. Il fit une pause, mesurant une planche. L'autre soir, nous dînions, des restes d'un repas que nous avions cuisiné ensemble dans notre minuscule cuisine, et Chloé a dit quelque chose qui m'a frappé. Elle a dit que c'était la première fois depuis des années qu'elle se sentait elle-même, qu'elle n'avait pas à prétendre être quelqu'un qu'elle n'était pas. Je savais ce qu'il voulait dire. J'avais vu cette même authenticité chez Emma, depuis le jour où je l'avais rencontrée. Emma elle-même observait la transformation de Derek avec un optimisme prudent. Elle et Chloé avaient commencé à se parler occasionnellement, de brèves conversations qui étaient hésitantes, mais honnêtes. Chloé s'était excusée formellement auprès d'Emma, de véritables excuses qui reconnaissaient les choses blessantes spécifiques qu'elle avait dites et faites. Emma les avait acceptées avec sa grâce caractéristique. Mes parents étaient plus lents à changer. Ma mère luttait toujours avec la colère et le ressentiment, sentant que j'avais abandonné la famille au moment où ils avaient le plus besoin de moi. Mais mon père avait aussi commencé à venir à l'atelier, non pas pour apprendre l'ébénisterie, mais juste pour parler. Il s'asseyait sur un tabouret dans le coin, et me regardait travailler. Et progressivement, il commença à se confier sur ses propres regrets. « J'ai poussé Derek à être quelque chose pour lequel il n'était pas prêt, » dit mon père un soir. « J'ai mis toute cette pression sur lui pour qu'il réussisse, pour qu'il me rende fier, et je ne lui ai jamais enseigné la valeur de l'échec, ni l'importance de construire lentement. Je lui ai appris que ce qui comptait, c'était l'apparence, et non la réalité. » Il me regarda avec des larmes dans les yeux. « Et je t'ai ignoré, Robert, parce que tu ne correspondais pas à l'image que j'avais du succès. Tu construisais quelque chose de réel, quelque chose de durable,
et je l'ai rejeté parce que ce n'était pas ta pas accent grave l'œil. Je suis désolé, mon fils. J'aurais dû être fier de toi depuis le début. Ce fut une conversation difficile, émotionnelle et douloureuse, mais elle était réelle d'une manière que les interactions de ma famille n'avaient jamais été auparavant. Mon père commença aussi à travailler sur sa relation avec Emma, l'interrogeant sur son travail, et la ferme de sa famille, écoutant avec un intérêt sincère, au lieu d'une curiosité condescendante. Ma mère mit plus de temps. Elle ne pouvait pas tout à fait lâcher son ressentiment, son sentiment que le monde l'avait traité injustement. Mais un après-midi, elle appela, et demanda si elle pouvait venir chez nous. Emma et moi acceptâmes, tous deux nerveux quant à ce qu'elle pourrait dire. Elle arriva portant une petite plante, un plant de tomates dans un pot en plastique. Je me suis souvenu qu'Emma parlait de cultiver des légumes, dit-elle avec raideur. J'ai pensé qu'elle pourrait peut-être me montrer comment faire. J'ai un petit espace sur mon patio, à la maison de ville. Le visage d'Emma s'éclaira, et elle emmena ma mère au jardin. Je regardais depuis la fenêtre de la cuisine, pendant qu'Emma lui montrait comment vérifier le sol, comment identifier une croissance saine, comment soutenir la plante pendant qu'elle poussait. Ma mère écoutait attentivement, posant des questions, se salissant les mains pour la première fois peut-être depuis des décennies. Quand elles revinrent à l'intérieur, la posture de ma mère était différente, moins rigide et défensive. Elle me regarda, et dit simplement « Je suis désolé. J'avais tort sur beaucoup de choses. J'essaie d'apprendre. » Ce n'était pas parfait, mais c'était un début. Le plus grand changement vint de Derek lui-même. 6 mois après l'effondrement de son monde, il vint dîner le dimanche chez nous. Une tradition qu'Emma avait commencée comme un moyen de reconstruire lentement les liens familiaux. Derek, Chloé, mes parents, et parfois les parents d'Emma, se réunissaient tous autour de notre table, pour des repas simples et des conversations honnêtes. Ce dimanche particulier, après avoir fini de manger, Derek demanda s'il pouvait dire quelque chose à tout le monde. Nous nous sommes tous tournés pour l'écouter. J'ai beaucoup réfléchi à ce qui s'est passé, dit-il. Aux choix que j'ai faits, et pourquoi je les ai faits. Et j'ai réalisé que j'ai passé des années à courir après quelque chose qui n'était pas réel. Je voulais que les gens pensent que je réussissais, plus que je ne voulais réussir réellement. Je voulais l'apparence de la richesse, plus que sa substance. Il regarda Emma. Emma, ta famille a une vraie richesse, parce qu'elle l'a bâtie sur une fondation de travail acharné et de choix prudents. Robert a une vraie réussite, parce qu'il crée de la valeur qui dure. Je n'avais rien de réel, juste de l'effet de levier, de la dette, et de la performance. Et quand tout s'est effondré, il n'y avait rien en dessous pour me rattraper, parce que je n'avais jamais rien construit de solide. Il se tourna vers moi. Robert, je n'attends pas de toi que tu me pardonnes complètement. Pas encore. Mais je veux que tu saches que refuser de me renflouer est la meilleure chose que tu aurais pu faire pour moi. Si tu m'avais donné cet argent, je n'aurais rien appris. J'aurais pensé que je pouvais continuer à prendre des risques avec les ressources des autres, et que quelqu'un me sauverait toujours. Tu m'as forcé à faire face à ce que j'ai fait, et c'est la seule raison pour laquelle je deviens une meilleure personne. Chloé tendit la main vers lui. Nous devenons tous les deux de meilleures personnes, dit-elle. Cela a été horrible, humiliant, et douloureux, mais cela a aussi été honnête. Nous savons qui nous sommes maintenant. Nous savons ce qui compte. Ma mère essuya ses yeux. Mon père hocha lentement la tête. Emma sourit. Ce sourire chaleureux et sincère qui m'avait fait tomber amoureux d'elle, il y a des années. Plus tard dans la nuit, après le départ de tout le monde, Emma et moi nous sommes assis sur notre véranda, regardant le coucher de soleil. Elle se pencha contre moi, et je mis mon bras autour de ses épaules. Ta famille est en train de guérir, dit-elle doucement. Parce que tu leur as montré à quoi ressemblent les vraies valeurs, répondis-je. Elle secoua la tête. Non, parce qu'ils étaient prêts à apprendre. Cela demande du courage. Je pensais à mon frère apprenant l'ébénisterie, à mon père apprenant à écouter, à ma mère apprenant à cultiver des tomates. Je pensais à toutes les façons dont la fierté et la prétention avaient endommagé ma famille, et à toutes les façons dont l'humilité et l'honnêteté la reconstruisaient lentement. Merci, dis-je encore, comme je l'avais dit tant de fois au cours de l'année écoulée, d'être toi, de montrer à ma famille à quoi ressemblent les vraies valeurs. De t'être tenu à mes côtés, quand il aurait été plus facile de céder. Elle se tourna et m'embrassa. Je n'ai jamais douté de ce que nous avons. J'espérais juste que ta famille le verrait un jour, elle aussi.
Un an après l'effondrement financier de Derek, ma famille se réunit à la ferme des parents d'Emma pour la première fois. C'était une chaude journée à la fin du printemps, et Patricia avait invité tout le monde pour ce qu'elle appelait une « célébration de la plantation », une tradition où la famille passait la journée à préparer les jardins et les champs pour la saison de croissance. Je regardais ma mère travailler aux côtés de Patricia, toutes deux à genoux dans la terre, repiquant des plants de tomates. Les mains de ma mère, autrefois manucurées et douces, développaient des callosités. Elle riait de quelque chose que Patricia disait. Un vrai rire, pas le rire de performance polie que j'avais grandi en entendant. Mon père et Tom travaillaient ensemble, réparant une clôture au bord de la propriété. Leur conversation était facile et confortable. Mon père avait commencé à passer plus de temps à l'atelier, et lui et moi avions construit une petite étagère ensemble, pour la maison de ville de mes parents. Il y gardait des photos maintenant, des photos de la famille, non pas arrangées pour le spectacle, mais rassemblées naturellement à partir de vrais moments. Derek se tenait à côté de moi, observant l'activité. Il avait continué à apprendre l'ébénisterie, et avait récemment terminé son premier vrai projet, une petite table qui se trouvait maintenant dans son appartement et celui de Chloé. Il en était fier d'une manière complètement différente de la façon dont il avait été fier de ses transactions d'investissement. Cette fierté était calme et profonde, enracinée dans la connaissance qu'il avait créé quelque chose de ses propres mains. Je pensais prendre des cours d'agriculture, dit Derek. Peut-être en ligne, comme Emma l'a fait avec son MBA. Je ne vais pas devenir fermier, ou quoi que ce soit. Mais je veux comprendre comment fonctionnent les vraies entreprises, comment on construit de la valeur au fil du temps, au lieu de juste déplacer de l'argent. Ça me semble être une bonne idée, dis-je. Emma pourrait probablement te recommander quelques programmes. Chloé aidait Emma à ramasser les œufs du poulailler. Toutes deux bavardaient et riaient. Chloé avait laissé ses cheveux retrouver leur couleur naturelle, et portait des jeans et une chemise simple. Elle avait l'air plus elle-même que je ne l'avais jamais vue, à l'aise dans sa propre peau, au lieu de constamment jouer une image. « Puis-je te dire quelque chose » demanda Derek, sa voix douce. « Je pensais que tu étais faible. Je pensais que tu te contentais de moins, parce que tu n'étais pas assez intelligent, ou assez ambitieux, pour viser plus. Je pensais qu'Emma te retenait dans ton potentiel. » Il fit une pause, regardant Emma et Chloé revenir du poulailler, portant des paniers d'œufs frais. « Mais tu étais le fort depuis le début. Tu as eu le courage de construire quelque chose de réel, au lieu de courir après des illusions. Tu as choisi une partenaire en fonction de qui elle était réellement, et non de son apparence à ton bras lors des fêtes. Tu as eu la force de dire non, quand toute ta famille te faisait pression pour que tu te détruises, afin de me sauver. Je ne savais pas quoi dire, alors j'ai juste hoché la tête. Je suis content que tu aies dit non, continua Derek. J'avais besoin de toucher le fond. J'avais besoin de tout perdre, pour pouvoir découvrir ce qui compte réellement. Et maintenant, pour la première fois de ma vie, j'ai l'impression de construire quelque chose de réel. C'est petit et lent, et personne n'en est impressionné. Mais c'est à moi. C'est honnête. Emma nous appela pour aider à transporter les légumes dans la cuisine de la ferme. Nous travaillâmes tous ensemble, préparant le déjeuner, coupant, cuisinant, et parlant. La conversation se déroulait naturellement, remplie de blagues, d'histoires, et d'un intérêt sincère pour la vie des autres. Alors que nous nous asseyions pour manger, Tom se leva, et s'éclaircit la gorge. « Je veux juste dire à quel point Patricia et moi sommes heureux de vous avoir tous ici aujourd'hui. Emma et Robert, vous avez construit une belle vie ensemble, basée sur des valeurs solides. Derek et Chloé, nous vous avons vu travailler dur pour reconstruire après vos problèmes, et nous respectons le courage que cela demande. Et aux parents de Robert, nous sommes heureux de partager cette journée avec vous. » Ma mère se leva, sa voix tremblant légèrement. J'ai besoin de dire quelque chose aussi. J'ai passé des années à me soucier des mauvaises choses. J'ai enseigné à mes fils que ce qui comptait, c'était le statut, et les apparences, que le succès signifiait impressionner les autres. J'ai méprisé Emma et sa famille parce que je pensais que j'étais meilleur, plus sophistiqué, plus réussi. Mais j'avais tort sur tout ce qui compte. Elle regarda Emma. Emma, toi et ta famille avez plus de véritable réussite que je ne l'ai jamais compris. Vous avez construit quelque chose qui dure, qui signifie quelque chose, qui aide les gens, et enrichit les vies. Je suis désolé qu'il m'ait fallu si longtemps pour le voir. Je suis désolé pour la façon dont je t'ai traité. Emma se leva et serra ma mère dans ses bras, et je vis des larmes sur leurs deux visages. Le repas était simple, mais délicieux.
des légumes de la ferme, du pain que Patricia avait cuit ce matin-là, du poulet du troupeau dont Emma et Chloé avaient ramassé les œufs plus tôt. Nous mangeâmes, parlâmes, et rîmes, et cela ressemblait à une famille, d'une manière que tous nos dîners au restaurant de luxe n'avaient jamais fait. Après le déjeuner, Derek et moi marchâmes jusqu'au bord de la propriété, où la terre descendait vers un ruisseau. Nous restâmes en silence un moment, juste à regarder l'eau et les arbres. « Tu te souviens de cette nuit où je suis arrivé ivre à ton atelier ?» demanda Derek. « Quand je divaguais sur l'effondrement de l'accord de développement ? Je me souviens. J'étais terrifié cette nuit-là. Pas seulement de perdre de l'argent, mais que tout le monde le découvre. Je ne savais pas réellement ce que je faisais. J'avais fait semblant pendant si longtemps, prétendant comprendre des instruments financiers complexes que je ne maîtrisais qu'à peine. Je pensais que si j'agissais avec suffisamment de confiance, si je gagnais assez d'argent, personne ne se demanderait jamais si j'avais réellement de la substance derrière la performance. Il ramassa une pierre, et la jeta dans le ruisseau. Mais tu savais. Même à l'époque, tu savais que j'étais creux à l'intérieur. C'est pourquoi tu n'as pas investi avec moi. Tu as vu clair dans la comédie. Je n'ai vu clair dans rien, dis-je honnêtement. Je savais juste que je ne comprenais pas ce que tu faisais, et je n'étais pas prêt à parier sur quelque chose que je ne comprenais pas. Ça, c'est la sagesse, dit Derek. La vraie sagesse, connaître ses propres limites, et travailler à l'intérieur de celles-ci. Je pensais que la sagesse consistait à prendre de grands risques, et à tout parier sur des rendements élevés. Mais la vraie sagesse consiste à construire lentement, à apprendre constamment, et à ne jamais prétendre en savoir plus que ce que l'on sait. Nous retournâmes ensemble à la ferme. Sur la véranda, je vis Emma assise avec Patricia, toutes deux écossant des pois, et parlant doucement. Mon père et Tom examinaient un équipement agricole, mon père posant des questions, et Tom expliquant patiemment. Chloé et ma mère faisaient la vaisselle ensemble dans la cuisine, visible à travers la fenêtre. Voilà à quoi la famille était censée ressembler. Pas des performances et des compétitions, pas des démonstrations de statut et de surenchère, mais des gens travaillant ensemble, apprenant les uns des autres, construisant quelque chose ensemble qui comptait. Alors que le soleil commençait à se coucher, nous nous sommes tous réunis sur la véranda. Emma apporta une tarte qu'elle avait faite avec des cerises conservées de l'année dernière, et nous la mangeâmes en regardant le ciel devenir orange et rose. J'ai réfléchi à ce que je devrais faire de la parcelle, dit Tom. La terre que les promoteurs voulaient acheter. Emma et moi avons parlé de peut-être l'établir comme une servitude de conservation, la préservant de façon permanente comme habitat faunique. C'est une belle idée, dit ma mère. Préserver quelque chose pour les générations futures, au lieu de juste encaisser. Tom sourit. C'est ça, la vraie richesse. Non pas combien on peut obtenir pour quelque chose, mais ce qu'on peut construire, protéger, et transmettre. Je regardais ma famille. Nous avions tous changé à la suite des événements de l'année passée. Derek avait appris que le vrai succès vient de la création de valeur réelle, non de la performance du succès. Chloé avait découvert que l'authenticité apporte plus de satisfaction que l'image. Mes parents avaient appris que la sagesse et la valeur se présentent sous de nombreuses formes, pas seulement celles qu'ils avaient appris à valoriser. Et j'avais appris que rester ferme dans ses valeurs, même lorsque tous ceux que l'on aime font pression pour qu'on les abandonne, est la seule façon de construire une vie qui dure. Les gens peuvent changer, dit Emma. Quand ils sont prêts à faire face aux dures vérités, et à faire le travail. Ta famille a fait ce travail. Je pensais aux mains de Derek développant des callosités avec l'ébénisterie. Je pensais au plan de tomates de ma mère qui prospérait sur son patio. Je pensais à mon père apprenant à valoriser l'artisanat et la patience. Merci, dis-je encore, comme je l'avais dit tant de fois au cours de l'année écoulée, d'être toi, de montrer à ma famille à quoi ressemblent les vraies valeurs. De t'être tenu à mes côtés, quand il aurait été plus facile de céder. Emma sourit. C'est ce que font les partenaires. Nous nous tenons ensemble. Nous nous tenons à nos valeurs, et nous construisons quelque chose de réel. Il y a un an, je n'aurais jamais imaginé que toute ma famille passerait la journée à la ferme de tes parents. Mais ceux qui construisent tranquillement la substance, qui travaillent avec leurs mains et leur cœur pour créer une valeur réelle, survivront à n'importe quelle tempête. Le succès ne consiste pas à impressionner les autres ou à accumuler des choses. Il s'agit de savoir qui on est, de choisir un partenaire qui partage nos valeurs, et d'avoir le courage de construire une vie qui compte, même lorsque les autres s'en moquent. Les gens qui méprisent le travail honnête et la vie simple sont souvent ceux qui ont bâti leur vie sur du sable.
Quand les tempêtes arrivent, et elles arrivent toujours, seuls ceux qui ont des fondations solides resteront debout. La leçon de vie qui est ressortie de la crise de notre famille était simple mais profonde. La vraie richesse ne se mesure pas par les symboles de statut ou les démonstrations ostentatoires de succès. Elle se mesure par la profondeur de notre caractère, la force de nos relations, et l'intégrité avec laquelle nous construisons notre vie. Ceux qui recherchent la validation externe, et jouent le rôle du succès, seront toujours vulnérables, car il n'y a rien de solide sous la performance. La force tranquille d'Emma, la sagesse générationnelle de sa famille, et son refus d'être définie par les opinions des autres nous avaient sauvés tous les deux. Elle a montré à ma famille que la vraie sophistication est une question de substance, pas de style. Le vrai succès consiste à créer de la valeur, non à la jouer. Et la vraie richesse consiste à construire quelque chose qui dure, quelque chose qui enrichit non seulement notre propre vie, mais aussi la vie de ceux qui nous entourent. Alors que nous nous garions dans notre allée, je regardais notre maison, modeste et confortable, entourée des jardins d'Emma. Je regardais mon atelier au loin, solide et productif. Je pensais à la vie que nous avions construite ensemble, enracinée dans le travail honnête et les valeurs authentiques. C'était ça, la vraie réussite. C'était ça, la vraie richesse. Et aucune pression, moquerie ou drame familial ne pouvait nous l'enlever, car elle était bâtie sur une fondation qui ne pouvait être ébranlée.